Un certain nombre d'entre vous m'adressent des emails ou répondent aux commentaires. J'ai donc décidé de faire une petite série de réponses aux questions. A tout de suite. Alors je reçois régulièrement un certain nombre de questions, que ce soit dans les commentaires. Alors j'essaye de répondre dans les commentaires YouTube au maximum, mais je reçois également des questions par mail et des questions au travers du site web, ce qui revient à peu près au même. Alors j'ai pas toujours, je m'en excuse par avance, j'ai pas toujours le temps d'y répondre parce que mon activité professionnelle me laisse pas toujours le temps de correctement répondre aux questions, et surtout, comme on va le voir, il y a un certain nombre de questions qui appelleraient en fait pas tellement à des commentaires, mais à des vidéos elles-mêmes. Alors on va commencer par des questions récurrentes que j'ai réunies ici, à commencer par des questions générales. Alors dans les généralités, je reçois une question qui m'est souvent posée, que ce soit dans les commentaires ou par mail, et un des internautes l'a posé par email à l'occasion de cette session de réponse aux questions. C'est la question de quand et comment vous est venue votre passion et tout votre savoir pour les tubes électroniques. Alors il faut savoir que je ne viens pas du monde des tubes électroniques, j'appartiens à une génération qui n'a pas étudié les tubes électroniques à l'école, même si j'ai été baigné dedans relativement jeune, puisque mon père, en tant qu'ingénieur radio, travaillait beaucoup sur du tube, et étant adolescent, avant d'entamer l'électronique, j'étais souvent au labo, et on travaillait effectivement sur des tubes. Néanmoins, on n'a pas fait, j'ai pas étudié les tubes à l'école. J'ai plutôt étudié ça, c'est-à-dire, ça rappellera des souvenirs à certains, des microprocesseurs dans les années en 83, quand je suis sorti de l'école, c'est-à-dire du 6800 et du 8080. Un certain nombre de choses me sont restées gravées à vie, dont en particulier le fameux registre HINZVC, qui rappellera des souvenirs à certains. On faisait de la programmation sur papier. Il faut imaginer qu'à l'époque, on faisait beaucoup de programmation sur papier sans toucher un microcontrôleur. Il n'y en avait pas un, à vrai dire, par élève. Finalement, on faisait ça en assembleur, on tapait du langage machine en hexa. C'est typiquement le genre de truc qui m'a dégoûté à vie de la programmation. J'ai donc démarré dans la radio assez vite finalement. J'ai travaillé un peu dans la métrologie, puis après dans la radio très vite. Et finalement, depuis 1983, je travaille dans la radio professionnelle. Et on a été formé, ma génération, à l'analogique sur la base de ce que Philippe de Merliac expose sur sa chaîne, c'est-à-dire les fameux composants de légende. C'est pour ça que je les regarde toujours avec plaisir, parce que ça me rappelle un certain nombre de souvenirs. Et même aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à faire des timers avec des NE 555 plutôt que de programmer un Arduino, parce que je trouve que ça va quand même plus vite et c'est plus simple. La génération à laquelle j'appartiens, on est passé de ce genre de truc que vous voyez ici à l'écran sur le PowerPoint à des DSP, à des FPGA et finalement à de la radio purement analogique pour venir à de la radio logicielle et avec des modulations qui sont passées des modulations analogiques, que ce soit de la FM, de la modulation de phase, de la modulation d'amplitude, sur des modulations numériques. Et aujourd'hui, j'exerce toujours dans la radio privée, mais plus précisément dans la 4G privée. Alors pour revenir au tube, et qu'est-ce qui a déclenché finalement ce qu'on appelle cette passion des tubes? C'est pas tant la passion des tubes, c'est que je suis revenu en fait au tube, précisément parce que j'ai commencé à 18 ans environ à restaurer de la radio ancienne, et donc forcément avec des tubes. Et à partir de là, évidemment, il a fallu réacquérir ce savoir, puisqu'il n'était plus finalement enseigné, mais pour les gens qui viennent de l'analogique, le passage à l'utilisation des tubes n'est pas si compliqué que ça, nonobstant évidemment les tensions létales que vous avez sur les équipements. Alors est-ce que les tubes sont aujourd'hui en voie de disparition et remplacés par des transistors? Alors la réponse est oui, à 99% je dirais. La quasi-totalité des montages qui sont faits, qui étaient faits avec des éléments discrets, avec des éléments à l'état solide, enfin avec des tubes, pardon, sont aujourd'hui faits avec des circuits à l'état solide. Alors il y a quelques exceptions qui subsistent, bien sûr. Dans le domaine de l'audio, il reste l'utilisation des amplis guitares qui utilisent beaucoup de tubes pour le son particulier, les distorsions qui sont provoquées par les amplis guitares, même si de nos jours avec des DSP on arrive à faire des amplis guitares à l'état solide. Pour autant, il y a aussi évidemment le monde de la hi-fi, puisque certains, je n'entrerai pas dans ce débat, mais utilisent ou préfèrent utiliser des amplis à tubes pour la hi-fi.
Mais les domaines d'application aujourd'hui, c'est plutôt la forte puissance, les émetteurs de forte puissance, même si ça a tendance à disparaître. Il nous reste des clistrons, des choses comme ça, c'est-à-dire des tubes de très forte puissance qui permettent de faire des émetteurs radio de puissance. J'exerce pas dans ce domaine-là, c'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment eu à installer des systèmes de très forte puissance qui peut se produire dans le broadcast ou dans le satellite. Mais aussi, contre toute attente, dans les tubes dits photomultiplicateurs. Il faut savoir que là, il y a encore des tubes à vide qui se vendent, comme vous pouvez le voir, et dont certains d'ailleurs ont pratiquement pas changé depuis les années 30. Ils sont toujours en usage et il reste quelques trucs, notamment sur, quoique ça a tendance à disparaître par des afficheurs OLED, il y avait notamment des afficheurs, ce qu'on pouvait trouver sur les magnétoscopes ou sur certaines radios, qui étaient des afficheurs à tubes, mais il est clair qu'aujourd'hui, plus personne ne développe du tube, sauf les 2 cas particuliers que je viens d'évoquer. Voilà une remarque qui est faite par un internaute, j'ai anonymisé les réponses bien évidemment, et qui indique que ma chaîne est plus celle d'un ingénieur non nostalgique des tubes que d'un audiophile. Alors c'est assez vrai, c'est même parfaitement juste, c'est-à-dire que je n'appartiens pas à la catégorie dite des subjectivistes. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que le métier que j'exerce ne connaît pas la notion de subjectiviste, parce que personne ne va écouter un signal radio à 5 GHz. Or, dans l'audio, on entend les signaux, et en conséquence de quoi, on est soumis à un certain nombre de phénomènes psychoacoustiques. Et l'oreille, il y a 2 choses qu'il ne faut pas vraiment utiliser quand on fait de l'électronique. La première des choses, c'est l'intuition, parce que l'électronique est très vite contre-intuitive. Et la deuxième, c'est les sens communs, c'est-à-dire que de la même manière que vous ne réglez pas un projecteur en passant un film, on ne règle pas et on ne qualifie pas un amplificateur en passant un disque. Après, on peut écouter son ampli, c'est autre chose. Donc je ne suis pas branché effectivement sur le registre de l'audiophilie. Et avec tout ce qu'il peut y avoir autour, ça c'est lié à ma profession. Deuxièmement, ce que j'essaye de donner dans la chaîne, c'est plutôt des méthodes de travail et des façons de comprendre les problèmes. Mais effectivement, je laisse le sujet, disons, ce qu'on appelle par le néologisme du subjectivisme, à ceux qui en tirent satisfaction, visiblement. Alors une question qui revient souvent, pourquoi avoir fait une chaîne sur les tubes électroniques en particulier? Alors il faut savoir qu'au départ, je publiais sur mon compte Facebook personnel un certain nombre de mes restaurations radio, et j'ai un collègue, enfin un contact et ami qui me dit tu devrais faire ça sur YouTube et faire une chaîne YouTube. Alors effectivement, quand j'étais regardé l'offre, on va dire, des chaînes qui parlaient de tubes en français, il n'y en avait pas, ou pas beaucoup. Il y a quelques épisodes qui ont été faits, bien sûr. Hein. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée finalement de parler des tubes électroniques, mais surtout l'intérêt du truc, c'est que l'étude des tubes électroniques permet de récapituler la théorie de l'analogique qui est aujourd'hui très peu enseignée et de moins en moins enseignée. Ce qui est une évolution tout à fait logique, on va dire, à l'aune des DSP et du numérique. Bon, il n'en est pas moins vrai que certains ingénieurs, notamment les gens qui font des hyperfréquences, ou ceux qui viennent de la radio, comme c'est mon cas, on est confronté tous les jours à l'analogique, évidemment. Alors évidemment, la question connexe qui me vient, c'est est-ce que je pourrais faire une même série sur les transistors et exposer les transistors? Alors sur les transistors, c'est différent, et d'une manière générale, sur les semi-conducteurs, c'est différent. Parce que ça va de chaînes qui font de la vulgarisation avec des montages élémentaires, vraiment pour les débutants, jusqu'à des chaînes qui exposent, on va dire, l'électronique analogique ou à base de semi-conducteurs, les amplificateurs opérationnels, etc., de manière très approfondie, jusqu'à même des niveaux correspondant à la prépa. Je pense beaucoup à une chaîne comme e-learning physique, par exemple, qui approfondit vraiment correctement la théorie, dans la partie, on va dire, de la prépa ingénieur concernant l'électronique. La chaîne, évidemment, de Philippe de Mérinac, très bonne, parce qu'elle couvre finalement des montages élémentaires jusqu'à la théorie, avec un aspect extrêmement pratique, et y compris la théorie. Je pense que ça, c'est une des très bonnes ressources sur le web. Je vous mettrai d'autres chaînes qui sont extrêmement intéressantes en français.
mais qui effectivement, à un moment donné, vraiment entre complètement dans la théorie, et je vois pas à ce compte-là quel apport je pourrais faire sur des montages, on va dire, avec à l'état solide. Alors, pourquoi parler de cela? Je vais vous montrer également, à titre d'exemple, puisque je viens de vous parler d'amplificateur opérationnel. Ce que vous voyez ici, c'est un amplificateur opérationnel. C'est un des premiers, c'est pas le premier, mais c'est un des premiers amplificateurs opérationnels qui a été fait avec 2 ECC 83. Et quand vous lisez la note d'application, je ferai une vidéo d'ailleurs sur cet ampli-là. Et quand vous lisez la note d'application de cet ampli opérationnel de l'époque, eh bien vous vous rendez compte que la note d'application est rigoureusement identique à celle d'un amplificateur opérationnel moderne. Et ce type de truc confirme l'idée que si vous comprenez les montages à tubes, vous allez récapituler, puisqu'ils sont historiquement ceux qui ont précédé les typologies à transistors. Et d'ailleurs, au début des semi-conducteurs, les semi-conducteurs faisaient une simple transposition de l'ensemble des typologies découvertes avant-guerre pour l'essentiel, à partir de transistors. Parmi les questions récurrentes qui me sont posées, c'est de savoir si je suis radioamateur. Alors non, je n'ai pas de licence de radioamateur. D'ailleurs, je remercie cet internaute pour son sympathique message. La raison pour laquelle je n'ai jamais passé une licence de radioamateur, c'est que pendant 25 ans, j'ai fait de la radio toute la journée. Donc vous imaginez aisément que j'allais pas rentrer à la maison faire de la radio, quoique pour présider ma fédération professionnelle, enfin depuis un très grand nombre d'années, j'ai présidé ma fédération professionnelle pendant plus de 16 ans, je crois. J'en ai actuellement la vice-présidence. Certains de mes confrères, effectivement, travaillent dans la radio et sont également radioamateurs. Mais bon, je ne me voyais pas me détendre en réparant ou en alignant des récepteurs à bande étroite et puis reprendre ce que j'avais fait en début de carrière, c'est-à-dire régler des oscillateurs au battement zéro. Alors, une question qui m'est souvent posée, c'est la question de la simulation. Alors, effectivement, j'ai été et j'ai toujours sur la chaîne ce propos qui indique toutes les réserves que je peux avoir sur l'utilisation des simulateurs. En réalité, j'ai absolument aucune réserve sur l'utilisation des simulateurs en tant que tels. Les gens de ma génération, on a connu des simulateurs, et en particulier des simulateurs à la fin au milieu des années 80 et début des années 90, les premiers simulateurs qui sont arrivés sous DOS. Alors ils avaient des modèles qui étaient de faux à archi faux en passant par très faux. Et servaient à peu près ils avaient un caractère décoratif, on va dire. Bon, c'est plus le cas de LT-Spice. LT-Spice, c'est surtout dans les versions qu'on a actuellement, il est totalement abouti. Il vous permet même de faire des mesures que l'on ne pourrait pas faire avec un oscilloscope ou un multimètre. Typiquement parce qu'il peut mesurer des courants à des endroits où on ne saurait pas le faire à tout le moins facilement. Pour autant, quand vous utilisez un simulateur c'est l'aboutissement d'un processus analytique et d'un circuit correctement pensé que vous simulez et qui vous évite de faire des maquettes successives. Et deuxième chose, si un circuit ne fonctionne pas en simulation, il a à peu près rigoureusement aucune chance de fonctionner sur table. L'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'un circuit fonctionne sur LT-Spice, et vous allez vous en rendre compte à vos dépens, qu'il vous éviterez des mises au point, parce que vous allez avoir des capacités parasites, des problèmes de routage, et autre chose. Bon, cela dit, concernant les modèles de tubes, puisque c'est une des questions qui me sont posées avec les équations caractéristiques des triodes, il faut savoir que Norman Cohen a beaucoup travaillé là-dessus il y a une quinzaine d'années, je crois. Et il a établi pas mal de modèles de tubes. D'ailleurs, Van der Wijn, dans un de ses bouquins, fait référence à ces trucs-là. Alors bon, c'est quand même... il y a pas mal de... Il y a des maths quand même là-dedans. J'ai prévu de faire une vidéo pour vous montrer comment finalement simuler, enfin créer un modèle pour les tubes. Parce qu'il est bien évident qu'à l'origine, LT-Spice, il n'est pas vraiment conçu pour simuler des tubes. Mais ça, c'est prévu, je vais le faire, et je vais vous montrer comment, à partir du réseau de caractéristiques d'un tube, on peut créer un modèle de tube. Alors, une des questions récurrentes que je peux avoir par mail et parfois dans les commentaires, c'est le sujet du stand-by ou du soft start, pour prendre un terme également britannique. Alors, c'est typiquement le genre de sujet que je n'aborde pas sur la chaîne,
Par exemple avec les câbles, par exemple avec tous ces trucs-là, c'est des sujets que je n'aborde pas et que je n'aborderai jamais sur le canal. Mais comme la question revient dans les commentaires, qu'ils soient sur les commentaires YouTube ou par email, je vais y répondre puisqu'un internaute me pose la question sur le bien fondé d'un stand-by sur l'application de la haute tension. Alors l'idée est la suivante, c'est-à-dire il faudrait préchauffer les tubes, il faudrait chauffer d'abord les filaments des tubes, mettre les tubes en température pour envoyer ensuite la haute tension dans les tubes pour en augmenter la durée de vie. Alors ça c'est une question, alors il y a un ouvrage à ma connaissance dont j'ai plus la référence mais je vais le retrouver parce que je l'avais trouvé en PDF, un ouvrage qui a été écrit dans les années 50 qui parle notamment des modalités à mettre en œuvre pour augmenter la durée de vie des tubes. Et un des arguments qui est avancé, c'est de dire autrefois les équipements n'avaient pas de stand-by parce que vous ne trouverez absolument aucun équipement, à l'exception de quelques amplis guitares, vous ne trouverez, et encore je vais y revenir, vous ne trouverez entre les années 30 et le début des années 80 où il y avait encore des équipements à tubes, que ce soit des téléviseurs, des radios, des amplis, tout ce que vous pouvez imaginer, vous ne trouverez rigoureusement aucun équipement qui a un soft start ou un stand-by. Ça existe sur les amplis guitares, effectivement, mais il y a une raison qui est un peu différente, c'est des équipements de scène dans lesquels vous imaginez aisément, quand vous avez préchauffé les tubes, quand vous envoyez l'acheter, vous avez immédiatement votre ampli qui va marcher ou votre équipement qui va marcher, alors que sur les tubes, il va falloir compter une vingtaine de secondes. Les tubes, et notamment certains tubes, sont parfaitement conçus pour démarrer à froid, et c'est notamment le cas des diodes de redressement pour ceux qui veulent absolument faire des redressements à froid sur des tubes. Et même, je dirais que ce qui contrarie la théorie du soft start, c'est que les diodes à vide ont précisément des chauffages rapides, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de cela. Bon, si vous voulez installer un soft start sur votre équipement, vous pouvez le faire, ça fera pas de mal. Ce qui serait plus pertinent, si on voulait véritablement économiser la durée de vie d'un tube, c'est pas tant d'aller préchauffer les filaments des tubes, ce serait plutôt d'essayer d'appliquer la haute tension progressivement, c'est-à-dire faire une montée progressive de la haute tension sur l'équipement pour éviter d'avoir un régime transitoire qui lui peut être destructeur. Venons-en maintenant aux questions techniques. Alors je reçois régulièrement un certain nombre de questions techniques et j'ai sélectionné ici des questions récurrentes. Je n'ai pas fait de la discrimination sur les questions que j'ai pu recevoir ou les commentaires que j'ai pu avoir sur YouTube et parfois même sur Facebook, mais je vais essayer de prendre quelques questions qui sont récurrentes. Alors une question qui est pertinente et intéressante, l'internaute me demande si on peut construire un montage, un équivalent du Darlington pour augmenter le gain d'un étage. En l'occurrence, l'étage en question, si mes souvenirs sont bons, c'était un montage en cathode commune. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il n'existe pas d'équivalent de ce montage-là qui est finalement le Darlington parce qu'il repose sur le passage d'un courant à l'intérieur. Et c'est typiquement ça, ce genre de truc, et dans la même chose sur les miroirs de courant, qui ne sont pas réalisables avec des tubes. Et là, c'est typiquement des typologies propres aux semi-conducteurs. Alors il existe des moyens, bien sûr, d'augmenter le gain en ajoutant un tube dans des typologies particulières. Alors une d'entre elles que l'on connaît, c'est la cascode, qui existe d'ailleurs, qui a un équivalent à semi-conducteur. Les premières cascodes ont été faites avec des tubes, ce que vous voyez ici. Alors tous ces montages-là reposent sur le fait qu'il y a une charge active sur le montage d'en dessous. Deuxième montage qui permet d'augmenter le gain de manière importante, qui permet de retrouver le gain, le facteur d'amplification de la triode, c'est le fameux montage mu-follower. Et l'un comme l'autre d'ailleurs sont plutôt à l'origine des montages pour de la haute fréquence. Ils sont utilisés en audio, mais pas... À l'origine, c'est des montages qui avaient été plutôt conçus pour faire de la HF, ça. Alors ça, par exemple, la cascode pour l'audio, ça a un intérêt absolument relatif, pour ne pas dire très relatif. Pour autant, il a un avantage, ce circuit-là, la cascode, c'est qu'il évite le bruit de partition si on mettait une pentode, par exemple, qui aurait le même gain. Ce montage-là, c'est un excellent circuit en audio, entre parenthèses, même s'il est sensible à la distorsion de blocage. Et il y a la possibilité de faire comme on le fait avec les transistors,
c'est-à-dire de faire une boucle de bootstrap sur l'étage précédent, ce qui a pour effet artificiellement d'augmenter la charge, si vous voulez, anodique. Ça, c'est très très fréquent sur les transistors. Et ces deux montages-là reposent sur une réaction positive. Alors, une question, est-il possible d'étudier un montage Futterman utilisé sur les OTL, c'est-à-dire les Output Transformerless, comme on dit, c'est-à-dire ce sont des amplis à tubes qui n'utilisent pas ce transformateur. Parce que très vite, enfin, on a commencé à réfléchir en se disant, est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser du transformateur avec toutes ces rotations de phase et autres, et venir utiliser des tubes et attaquer directement les haut-parleurs. Alors il faut savoir qu'en anglais, les OTL sont ce que l'on appelle des killer drivers, c'est-à-dire que c'est des trucs qui tuent les haut-parleurs, particulièrement parce que à un moment donné, si le truc part un peu en vrille, vous pouvez très bien vous retrouver avec de la haute tension dans le haut-parleur, et ça peut vous flinguer les haut-parleurs. Il n'en est pas moins vrai qu'il existe des montages de type OTL qui sont basés sur des cathode followers de White, les White cathode followers, c'est-à-dire c'est des cathode followers de White, d'ailleurs entre parenthèses, qui existent aussi à semi-conducteurs, et on monte de nombreux tubes en parallèle pour abaisser l'impédance de sortie. Alors oui, pourquoi pas parler de ça, je ne ferai pas de maquette parce qu'il faut savoir que ces amplis-là sont particulièrement difficiles à mettre au point pour l'avoir expérimenté. Et il nécessite l'application d'une forte contre-réaction, et d'où les problèmes de stabilité aussi. Là, pour le coup, je ne suis pas un adversaire de la contre-réaction, pas du tout. Mais c'est assez difficile à mettre au point. Mais pourquoi pas exposer le principe, ce qui nous permettra d'exposer le principe du cathode follower de White, qui est utilisé dans les semi-conducteurs, et en particulier dans certains circuits intégrés. On retrouve ce brevet qui a été fait à l'origine avec des tubes. Alors, ça aussi, c'est une des questions qui est à peu près du même registre que celle du stand-by. Alors, la question qui est posée ici, c'est de la question de doit-on faire un seul point de masse dans un ampli stéréo? Alors, la réponse est de toute façon oui. Et implicitement aussi, c'est parler de la notion d'alimentation, d'une alimentation par voie. Alors il se développe notamment, j'ai vu ça parmi certains amplis audiophiles, des notions de bloc mono. C'est-à-dire un bloc dans lequel il y a l'alimentation et l'amplificateur qui amplifie la voix gauche, la voix droite, etc. Alors ça c'est beaucoup, pour avoir fait de la sono, c'était beaucoup utilisé en sonorisation, en particulier avant l'arrivée de la classe D, parce qu'on n'allait pas mettre des amplis stéréo, c'était déjà lourd, et en plus on pouvait avoir des amplis qui étaient dédiés à des retours de scène, ou à faire de la triamplification, ce qui justifiait typiquement de créer des blocs mono. Bon, aujourd'hui, franchement, si vous découplez correctement vos alimentations, et c'est ce qui est fait, la double alimentation, franchement, faut vraiment aller chercher si un ampli est bien conçu, faut vraiment aller chercher l'avantage d'une double alimentation. Surtout pour construire des amplis qui font 20 watts, hein, c'est-à-dire que pensez que quand vous avez un ampli qui vous sort 1 kW, la question se pose de lui mettre une bonne alim. Si c'est un ampli qui sort 20 watts, assez vite, on peut quand même arriver à construire un truc qui ne justifie pas une alimentation par bloc. Alors, autre question, c'est les vieillissements du tube. Alors, est-ce qu'il y a un vieillissement des tubes? Alors, bien sûr qu'il y a un vieillissement des tubes, rien n'est éternel. Alors, les tubes vieillissent et perdent de leur performance au fil des années, et plus en particulier, si un tube est vraiment sollicité en puissance, il va perdre, évidemment, ses caractéristiques vont bouger. Alors il faut savoir que ce qui augmente dans un tube, c'est la résistance interne du tube. Alors les guitaristes et autres font vérifier leurs amplis, en particulier les guitaristes font vérifier tous les ans les points de repos de leurs amplis, le bias en fait, pour voir, et changent les tubes. C'est très très insidieux le vieillissement d'un tube. Par exemple, moi j'ai un ampli classe A sur un téléviseur en fait, parce que j'ai mis un ampli classe A avec 2 enceintes sur un téléviseur, et pour regarder la télé finalement. Et c'est un ampli donc qui a une polar automatique. Et c'est insidieux parce que les tubes que j'ai dedans, ils ont 8 ans. Et j'ai vérifié il y a quelques mois le bias de ces tubes-là. Et je me suis rendu compte que les tubes étaient hors spec. Mais je m'en étais pas vraiment rendu compte puisque je l'écoute tous les jours.
Alors évidemment, il y a un moment donné où quand vous avez ce que les Américains appelaient la voie de canard, là vous pouvez y aller, vous pouvez changer les tubes. Cela dit, le vieillissement d'un tube, c'est pas quelque chose qui vieillit en 5 minutes. Hein. C'est pas la peine de changer vos tubes tous les ans non plus. Mais effectivement, il y a un vieillissement des tubes et ça a un effet sur la distorsion des étages. Alors, autre question, c'est une question concernant les tensions de grille positives. Que se passe-t-il quand la tension de grille devient positive? Alors, un tube électronique, en principe, on vient lui appliquer un champ électrique négatif par rapport à la cathode pour limiter le flux électronique, et donc de ce fait, vous lirez parfois, et souvent ça et là, qu'il est impossible d'envoyer une tension positive dans un tube électronique. Alors il faut savoir que cette assertion est absolument fausse. Il est parfaitement possible que la grille d'un tube devienne positive. C'est non seulement parfaitement possible, mais il y a même des montages qui utilisent et vous retrouverez des réseaux de caractéristiques, je vous le montrerai quand on fera la classe AB, et même la classe A, il est parfaitement possible de faire travailler un tube en courant gris. Alors il y a à ça un certain nombre de précautions à prendre. Certains tubes ont été conçus pour travailler en courant gris. J'ai même des tubes d'autoradio, c'est dans mes tubes anciens, qui ne fonctionnent qu'en courant gris. C'est-à-dire qu'on ne les polarise pas négativement. Les tubes de puissance peuvent travailler en courant gris. Et enfin, si on fait du courant gris sur un tube, il faut que l'étage précédent délivre de la puissance parce que comme on va tirer du courant, l'impédance s'effondre, ça suppose que l'étage précédent est capable d'absorber le courant gris, ou de générer, pardon, le courant gris. Alors, ce qu'il faut savoir sur le courant gris, c'est que si vous prenez des tubes, évidemment, de préamplification, il n'est pas question, enfin, les tubes peuvent entrer en courant gris, mais l'idée, c'est pas de faire travailler ces tubes-là en courant gris, puisque ce qu'on veut, c'est un minimum de distorsion, et ces tubes-là, on ne va pas aller les solliciter dans le courant gris. Mais maintenant, tous les tubes font du courant gris. Alors, une autre question. Alors, et malheureusement, comme j'ai un peu tronqué le truc, là, la question paraît pas claire, mais par rapport à la réponse que j'ai faite à l'époque sur YouTube, la question qui est posée, c'est pourquoi relier le secondaire du transformateur à la masse? Alors, effectivement, si vous regardez le secondaire de ce transformateur, ça c'est la simulation d'un amplificateur Mullard, qui est un classique du genre d'ailleurs, que j'avais abordé rapidement dans une chaîne, dans une de mes vidéos. Effectivement, le transformateur est relié à la masse ici. Le secondaire du transformateur est relié à la masse, c'est-à-dire que vous soyez à la masse ou au potentiel d'alimentation, ça revient très exactement au même. Alors, si votre ampli ne dispose pas de contre-réaction, comme on voit ici, c'est-à-dire d'un asservissement de la sortie vers l'entrée, il n'est absolument pas nécessaire de raccorder le secondaire du transformateur à la masse. Et en l'espèce, ça vient recevoir une charge, qui est un haut-parleur en l'occurrence, et notamment sur un certain nombre, et même sur un grand nombre de radios anciennes, eh bien vous allez voir que le transformateur est carrément collé en fait, et fixé physiquement derrière le haut-parleur. Et vous avez alors c'est pas forcément très safe, hein, parce que vous avez les fils avec du 250 volts qui arrivent directement à l'arrière du transformateur, et vous avez le transfo qui est raccordé directement sans être référencé à la masse. On a besoin de le référencer pour l'application de la contre-réaction. Mais sinon, effectivement, si vous n'avez pas de contre-règle, c'est complètement égal que vous ayez pas du tout le secondaire. Le secondaire peut être en flottant. Alors une autre question qui m'est posée, ça concerne les plaques d'essai et où pouvoir les trouver. Parce qu'effectivement, sur la chaîne, vous avez pu voir que j'ai utilisé des plaques d'essai. Alors j'ai fait faire ces plaques d'essai, je les ai fait fabriquer chez un fabricant de circuits imprimés. Et effectivement, j'ai écarté les pistes parce que les plaques standards, si vous voulez, qu'on peut trouver sur ces plaques d'expérimentation, ne sont pas très adaptées aux amplis à tubes parce qu'on a des grosses résistances de puissance et des tensions très élevées, ce qui impose d'écarter les composants et d'écarter les pistes quand même, hein, parce qu'il faut tenir compte des tensions dans le montage. Alors pour autant, la question également subsidiaire qui m'a été posée, c'est est-ce que je pouvais fournir ces plaques, sachant qu'en plus, à titre personnel, je ne suis pas du tout un inconditionnel de l'utilisation de plaques d'essai venant de l'industrie. À chaque fois que je vois un truc sur une plaque d'essai, je considère que ce n'est pas quelque chose qui est destiné à durer. Et j'ai l'exemple sur un ampli à tube que j'ai fait il y a quelques années. J'avais fait comme ça sur même en montage en l'air. À chaque fois que je remets les mains dedans, je mets un temps fou à m'y retrouver et je trouve que c'est pas terrible. En revanche, évidemment,
Si vous faites une pièce, rien n'implique de faire un circuit imprimé. Et également, vous pouvez parfaitement utiliser des montages en l'air, surtout quand vous voulez le mettre au point. Parce que quand vous faites un circuit imprimé, il faut respecter des règles de routage, sinon vous vous exposez de faire fabriquer un circuit qui ne fonctionne pas. Alors vous êtes nombreux à me poser des questions concernant les transformateurs. Et ce qui est logique sur une chaîne qui parle d'ampli à tube. Alors un internaute m'avait publié il y a quelques mois, je ne me souviens plus, cette question intéressante en m'indiquant qu'un transformateur ne se calcule pas mais se pifomètre. Alors ce qu'il faut savoir en électronique, c'est qu'on ne pifomètre rien quand même en réalité, on ne pifomètre jamais rien. Avec l'expérience, évidemment, on peut changer des valeurs, aller les chercher dans des séries de résistances, etc. Mais ça s'appelle de la mise au point. D'ailleurs, il y a un processus scientifique et technique pour améliorer quelque chose, et on y réfléchit à chaque fois qu'on fait une modif. Et il faut savoir que sur les transformateurs, il existe des abacs, il existe des formules pour calculer et pour fabriquer des transformateurs. Il y a même aujourd'hui des logiciels qui le permettent. C'est quelque chose de relativement difficile à faire et dans lequel il y a effectivement un vrai savoir-faire. J'ai bobiné quand j'étais ado des transfos pour des amplis de puissance avec mon père. On a fait ça avec une chignole en comptant le nombre de tours, puisque à l'époque on travaillait à la main. Alors après, dire qu'on a fait un transformateur de haute performance, ça reste encore à démontrer. Et là entre le vrai savoir-faire du bobineur. Je passe un message d'ailleurs au sens large, puisque la question suivante porte sur le choix ou la préconisation d'un transformateur. Alors je ne fais pas sur la chaîne de préconisation d'équipement, je ne monétise pas la chaîne, et je n'ai pas d'accord avec des équipementiers et je ne souhaite pas en avoir. Cette chaîne, elle est dédiée à finalement transmettre, on va dire, l'analogique, la connaissance de l'analogique. Pour autant, je ne suis pas là pour faire de l'unboxing, pour faire des tests d'équipement, et je ne souhaite pas en faire pour tout un tas de raisons. La première, travaillant moi-même dans l'industrie, je sais quelle est la difficulté que l'on a à mettre au point un équipement, même quand on connaît parfaitement son métier. Je vous prie de croire que même quelque chose de simple peut rapidement tourner à la catastrophe, et vous allez vous rendre compte que vous allez devoir vous y reprendre à plusieurs fois avant d'arriver à faire quelque chose. Ça, c'est pour correctement faire on va dire l'engineering et la conception du système. Donc c'est toujours facile, comme on dit, si la critique est facile, l'art est difficile. Seconde chose que je ne ferai pas et que je ne ferai jamais, c'est critiquer le marketing de tel ou tel industriel dans le domaine de l'audio ou dans le domaine des produits qui peuvent être faits. Le marketing participe à la commercialisation des produits. La façon dont les entreprises s'y prennent me laisse de marbre, personnellement, totalement de marbre. Et le consommateur accroche ou non à du marketing, mais je ne vois pas en quoi j'aurais la légitimité, par exemple, d'aller démolir ou critiquer à la fois les fabrications, la conception et le marketing de tel ou tel. Voilà, c'est globalement la philosophie de la chaîne. Venons-en maintenant au sujet des mathématiques que je peux faire sur la chaîne, et comme je vous l'ai dit, je ne dépasse pas, et j'essaye de ne pas dépasser le niveau d'un bac technique ou scientifique, sachant qu'un bachelier au XXIe siècle a plus de connaissances que Descartes et Newton réunis, et donc il a quand même un bagage souvent très suffisant pour aborder, on va dire, l'essentiel de l'électronique analogique. Effectivement, il y a des points particuliers qui demanderaient de faire des mathématiques particulières, mais pour l'heure, avec une explication au niveau du bac, très franchement, on peut arriver à expliquer la plupart des phénomènes. Alors, un internaute m'a indiqué pourquoi je n'utilisais pas la transformée de Laplace, et notamment pourquoi je ne fais pas de calcul opérationnel au tableau. Effectivement, c'est très pratique, et en particulier, j'ai un problème pour expliquer comment la marge de phase, pour vulgariser la marge de phase d'un ampli, parce que justement, je ne veux pas faire de calcul opérationnel. Alors, les transformées de Laplace, c'est pas des choses qu'on étudie au bac, à ma connaissance. Je crois qu'on les étudie en première année de prépa, si mes souvenirs sont bons. Et je ne vais pas entrer dans on va dire, dans du calcul opérationnel sans le décrire. À ceci près, j'ai également une demande, j'ai eu plusieurs demandes
de me demander si on ne pouvait pas faire des rappels de maths et des vidéos, qui est notamment de jeunes, par exemple, pour parler des nombres complexes. Parce que, effectivement, sur la chaîne, j'utilise des nombres complexes parce que ça permet de faire de l'algèbre linéaire, qui est quand même relativement facile à manipuler, même si des fois ça fait des équations avec un grand nombre de termes. Et on m'a demandé si j'avais pas l'intention de réexpliciter un certain nombre de points en mathématiques, dont les nombres complexes, ce que je n'avais pas prévu de faire. Alors il faut savoir que je suis en train d'y réfléchir parce que l'expérience que j'ai pu vivre avec un certain nombre d'ingénieurs et de techniciens dans mon travail, c'est de voir que finalement les nombres complexes posaient beaucoup de problèmes. Les nombres complexes, ils souffrent en fait de deux gros problèmes que sont, dans l'acception du terme, on va dire, c'est qu'il y a complexe et imaginaire. Alors d'un point de vue mathématique, effectivement, on peut parler de partie imaginaire, parce que c'est utilisé y compris par exemple dans le filtrage numérique. Les nombres complexes sont utilisés partout dans la physique, qui est le langage naturel des mathématiques. Alors je vais effectivement revenir sur ce sujet-là, parce que les nombres dits complexes ne sont ni complexes, ni imaginaires. Quand on parle d'imaginaire, évidemment, quand on parle d'une racine carrée négative, on va considérer qu'elle est imaginaire, mais d'un point de vue physique, un nombre complexe est parfaitement concret. Et c'est ces deux trucs-là qui troublent souvent l'esprit des ingénieurs. Et j'entends même des fois certains qui disent on va passer dans le domaine imaginaire pour revenir dans le domaine réel. Très franchement, dès lors que vous exprimez dans un nombre une phase et une amplitude, je ne vois pas en quoi elle est imaginaire. Et le monde imaginaire, il existe en mathématiques, en physique, il n'y a rien d'imaginaire. C'est simplement à caractère d'une convention mathématique. Donc ça, effectivement, je le reprendrai probablement au cas particulier, sans faire quelque chose de très approfondi, mais je reviendrai sur des choses élémentaires et d'expliquer pourquoi on utilise ces nombres, puisque certains d'entre vous, visiblement, me posent régulièrement la question. Je vais conclure cette première série de questions, on en refera une autre, parce qu'une bonne partie est déjà tournée, concernant la construction. Alors vous êtes un certain nombre à m'envoyer des schémas et à me soumettre des schémas pour lecture ou approbation. Alors il faut savoir que ce n'est pas un exercice si facile que ça. J'ai donc décidé que ces sujets-là feraient l'objet d'une vidéo un peu à la lumière de ce que peut faire Sirob sur sa chaîne. Je trouve l'idée excellente. Et là, on examinera les schémas et notamment regarder quelles sont les choses à faire, à ne pas faire et qu'est-ce qu'il faudrait corriger pour rendre ces schémas optimum. Et notamment, il y a un certain nombre de choses que je vois sur ce schéma-là, j'y reviendrai en détail, qui n'ont strictement aucun intérêt. Et on peut faire sauter des composants. D'une manière générale, il faut essayer de limiter les composants. Ça ne sert à rien d'en ajouter quand il n'y en a pas besoin. Et je reviendrai là-dessus dans le cadre d'une vidéo que je vais faire. Et celle-là, je vais la préparer puisqu'on a pratiquement aujourd'hui abordé un peu le push-pull relativement en détail. Voilà, nous arrivons au terme de cette première série de questions. Il faut savoir que j'ai enregistré presque 2 heures, je crois, ou 2 heures et demie de rush. Donc je vais m'arrêter là. Et je vous proposerai de faire une nouvelle série que je vous publierai d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois, je ne sais pas. Une fois que j'aurai fini le montage du reste des questions. Et là, on abordera et on rentrera plus dans les détails d'un certain nombre de choses parce qu'il y a encore des questions à régler. Par exemple, sur les fichiers Excel. Et j'ai plein de questions techniques à évoquer. Donc, on fera ça au moins dans une nouvelle version de questions. Voilà, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout si vous avez réussi à tenir. Et salut et à bientôt sur les ondes.